Salut. Aujourd'hui, c'est François. Accompagné d'Éric. Voilà. Et c'est du road story et un peu plus du nouvel automobiliste parce que l'occasion s'est faite. Éric est un névropathe. Il aime bien la Syrah, comme moi. Syrah 1, bien sûr, la base, le Graal, l'origine. Et puis, il a écrit un article pour le nouvel automobiliste. Il me l'a envoyé. Je lui ai dit attends. Faut on attrape Patrick Lequément qui regarde un peu l'article et puis on en profite pour faire une vidéo avec Patrick Lequément pour parler Syrah. On en a un peu parlé, on a fait une série de vidéos, vous n'avez pas encore vu, il va y avoir je ne sais même plus, il y a quadriptyque, quintuple, 5 épisodes sur le design avec Patrick Lequément sur tout ce qu'il a parcouru dans toutes les marques. Mais là, on va focaliser sur Ford et sur la Syrah. Fête ses 40 ans cette année. Voilà, donc moi je n'y pas. Non. Mais vu qu'elle est sortie avant moi, je me sens encore un peu jeune. Bon, je vais te laisser faire. La première question à poser sur la Syrah à Patrick Lequément, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient à l'esprit? On a un peu réfléchi. C'est quoi la première que tu as envie de poser? La première, c'est concernant le concept Prop 3, pour savoir un peu ce qui a amené cette réflexion autour de cette voiture. C'était essentiellement pour préparer le public au design de la Syrah, ou il y avait d'autres problématiques derrière. En fait, dans le contexte de Syrah, il faut savoir que nous avions quand même quelques inquiétudes, car nous allions sortir un véhicule qui clairement avait un style assez différent de la pratique du moment. Et juste pour mémoire, je me suis dit cette petite note, là, je sais pas où je l'ai trouvée, mais je me rappelle qu'en 1980, lors du salon de Turin, Giorgetto Giugiaro a sorti une voiture que nous avons découvert pendant le fait qu'il levait le voile. Et c'était la Lancia Medusa, le prototype. Et dans le petit clan Ford, on aurait pu entendre un ouf, parce que en fait, cette voiture, elle allait dans le sens qui était le nôtre, justement. Elle allait vers des formes beaucoup plus fluides. Alors maintenant, venons à Prop 3. En fait, clairement, Prop 3, c'est un concept qui a été présenté, qui ne faisait que reprendre à 100% la Syrah, mais avec des petites évolutions. Mais en grand, on peut dire que toutes les proportions étaient inchangées, les surfaces vitrées, etc. Mais il n'y avait que quelques améliorations et quelques améliorations, oui, dans le contexte aérodynamique, qui nous a permis d'afficher un CX de 0,22, alors que la Lancia Medusa était à 0,24, quoi. Donc, on était très fiers de nous-mêmes. Mais ça nous permettait aussi de participer lors de ce salon de Francfort à une exposition où tous les grands constructeurs allemands avaient participé à un programme de réaction par rapport à des économies dues à l'aérodynamique, etc. Et donc tout le monde avait son prototype. Mercedes, etc., Audi, et puis donc nous-mêmes, nous avons présenté cette voiture, et c'était par ailleurs, bien sûr, un genre de test grandeur nature pour voir comment les gens réagiraient par rapport à ces nouvelles formes. Voilà, donc c'est vraiment un tout, et ça réunissait plusieurs objectifs. Mais je dirais, juste pour terminer là-dessus, c'est que contrairement à des concept cars d'aujourd'hui qui souvent, vous ne le répéterez pas, bien sûr, mais souvent, ce sont des voitures qui ont été mesurées avec un mètre élastique. Et donc, une voiture qui mesure 1,88 m mesure dans la réalité 1,98 m. Or, dans le cas de Prop 3, les cotes étaient absolument à l'identique de ce qu'allait être la voiture de série. Moi, je rebondis, et ça laisse à Éric le temps de faire la troisième, et je change un petit peu, mais c'est aussi sur l'anticipation. Pour moi, Syrah Break était aussi très innovante dans le design, c'est-à-dire la berline l'était énormément par l'avant, par l'arrière,
mais le break était aussi très innovant, parce que quand on regarde une tonus break, c'est… Oui. Bon, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose un peu à exprimer, à donner, parce qu'on n'en parle jamais du break, mais je trouve que c'est un des premiers breaks qui commence à être un peu sexy, excusez-moi le terme. Ouais, Enfin, c'est ouais, pas, ouais. excusez, je le trouve sexy, voilà. Ouais, absolument. C'est intéressant la remarque parce que c'est vrai qu'on parle rarement des breaks et celui-là, il était vraiment différent de tous les breaks qui, pour la plupart, étaient très fonctionnels, maximiser le cube, qui était l'expression qu'on utilisait. Et là, clairement, il y avait un travail dans le volume qui était dans la continuité de ce que nous avions fait sur la berline, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de rajouter une boîte pour transporter un cercueil, mais au contraire, on a voulu lui donner un aspect attractif et beaucoup de sculpté. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir pendant cette période de réalisation et on en était vraiment très fiers. Il s'est très bien vendu. Bon, donc ça a été une très très belle réussite commerciale. Et je reviens sur une chose dont on a déjà parlé, mais c'est bien d'en reparler. C'est la problématique anglaise, c'est-à-dire qu'à l'époque, je remets le cadre, hein, mais Ford vendait énormément en Angleterre avec des produits très très classiques. Je fais un peu court parce qu'on a déjà raconté. Mais donc racontez-nous aussi les débuts de la Sierra en Angleterre difficile, et puis avec la phase 2, un grand changement. Alors oui, euh, d'abord, je crois qu'il y a une partie de l'histoire de Sierra qui n'est pas racontée, c'est le fait que euh, il y a eu un parti pris stylistique, une percée dans le sens de voiture avec des formes tout à fait nouvelles qui étaient plus vers des formes aérodynamiques, des formes bombées, des formes composées, on va dire. Mais associé à ça, par rapport au marché britannique, qui était un marché extrêmement conventionnel, il y a eu un choix qui, pour moi, en tous les cas, a été le plus gros risque, et c'est avéré être en effet un risque réel, c'est que la voiture a été mise sur le marché en tant que 5 portes. Or, le marché britannique, ce n'était pas du tout ça, c'était du tricorps. Et bien sûr, éventuellement, nous avons sorti un tricorps, mais je pense que Ford, globalement, a été un tout petit peu trop près de ses sous pour sortir les investissements nécessaires et on aurait dû le faire comme ça se fait aujourd'hui. On n'imaginerait absolument pas de refaire ce genre d'erreur, de sortir à la fois un tricorps et un bicorps. Autant, bien sûr, le bicorps était quelque chose qui avait une grande chance d'avoir un succès en Europe, que ce soit en Allemagne, etc., en France. Mais par contre, la Grande-Bretagne, entre d'un côté passer à un bicorps et en plus de ça avec un aspect qui était quand même loin des formes classiques du passé. Bon, ceci dit, c'est moi qui ai dessiné la voiture d'avant aussi, donc voilà, mais je mange à tous les râteliers, hein, mais donc c'était une autre époque et je crois que là, vraiment, on s'est quand même, on s'est planté, hein, il y a aucun doute. C'est vrai que c'est d'autant plus curieux que la voiture était disponible avec 2 carrosseries 3 portes, avec 2 côtés de caisse différents. Et Oui. au regard des volumes, même à l'époque où on vendait encore des 3 portes, mais sur ce segment-là, ça avait tendance à se réduire à peau de chagrin. C'était quand même une décision assez étonnante d'avoir ces 2 variantes de 3 portes et du coup pas de 4 portes qui aurait été, je dirais, le choix de la sécurité. Tout à fait. Alors, peut-être ça, à la limite, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été dit jusqu'à présent, mais la voiture a été dessinée comme étant une 5 portes et il y avait la 3 portes. Et la 3 portes avait été décidée en un premier temps pour être celle qui a été la carrosserie de l'XR4, hein, donc avec une influence, soyons clairs, qui était quand même assez Porsche hein, dans son aspect. Et en fait, ce style particulier a été critiqué. Et l'autre version est sortie un peu en catastrophe, qui reprenait
la version initiale de 3 portes en modifiant les emboutis, en modifiant le côté de caisse, ce qui fait que l'on s'est retrouvé avec cette voiture avec une très grande surface litrée sur le côté, sans ce montant. Mais dans la réalité, aucun designer n'aurait dessiné cette voiture telle qu'elle, parce que le montant à l'arrière, il était beaucoup trop en arrière visuellement. Donc en fait, c'est un petit peu un accident qui s'est fait dans la précipitation. Et comme on est sur le 3 portes, une des choses qui a marqué nos générations, c'est ne la... m'associe pas à toi. Ah bah ça y est, voilà, donc, bon, qui a marqué ma génération, Ouais. c'est Sierra Cosworth. Et la première, c'est 3 portes. Et surtout, là aussi, avec des aspects, alors peut-être des gimmicks un peu outranciers, mais un aspect... Mais ça marchait. Hein. Ah oui, mais voilà. Racontez-nous un petit peu quand vous avez pété des radars, allez, en Allemagne, non, je rigole. Oui. Racontez-nous un peu l'utilisation et le design de tout ce qui est Cosworth. Allez, racontez-nous des trucs. Cosworth, c'était vraiment toute l'équipe associée, dont j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié son nom. J'ai oublié le nom qui était un Britannique, là. En fait, il n'y a pas très 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 longtemps, il y a 1 an et demi, j'ai écrit la préface d'un livre qui touchait cette période. Et il y avait 2 autres personnes qui écrivaient une préface. Et il y avait Bob Lutz, qui a été le grand président de Ford Europe. Ce gars, dont j'ai oublié le nom, et moi-même. Et ce gars, justement, britannique, était un mordu de la performance, de la vitesse, vraiment, c'était pour moi du grand art, ce qu'il faisait. Et autant on avait déjà l'appendice aéro du double aileron, qui était quelque chose qui marchait très bien, mais on a voulu, compte tenu de la carrosserie qui était cette fameuse carrosserie dont je parlais, qui donc avait, pour moi et pour beaucoup d'entre nous, n'était pas optimisée, on a choisi d'adopter un aileron qui était extrêmement efficace, mais peu probable qu'on l'utilise. Je veux dire, c'était tellement une folie. Mais on s'est dit, il faut forcer un petit peu la dose, compte tenu du côté extrêmement civilisé de la carrosserie 3 portes, et pour lui donner une forte personnalité, on a adopté l'aileron qui était celui le plus performant dans notre soufflerie, et voilà, et on s'est retrouvé avec ce truc balèze là à l'arrière, et c'était une voiture qui était absolument formidable à conduire, quoi. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette voiture. J'ai aussi beaucoup aimé la 4 portes qui était bien plus discrète, cela va de soi. Mais je trouve qu'elle était très bien. Elle était très bien assise sur ses roues. Elle était tellement différente de la version normale de Sierra, qui, comme beaucoup de voitures à cette époque, avait les roues, les voies qui étaient un petit peu étroites. J'avais tendance à faire une démonstration où je me penchais vers les roues pour argumenter du problème, et je disais roue, où es-tu? Tu. Et ça passait à chaque fois, ça faisait sourire les ingénieurs, et ils comprenaient le message. Et là, alors, clairement, les roues, ils étaient bien carrées, la voiture était vraiment assise, et c'est une des clés du succès de l'aspect d'un véhicule. C'est les bases. Et les Cosworth, par rapport à ça, étaient vraiment réussis. Et ce que j'aimais aussi, c'est le fait du traité global du reste de la carrosserie qui était très intégré et qui était dans cet esprit moderne qui devenait moderne, qui était cette parfaite intégration des formes. On n'était pas avec des choses rapportées, en dehors bien sûr de l'aileron sur la version 3 portes, donc qui était un peu de attention, on arrive avec un haut-parleur, quoi. Pour rester un peu sur les versions sportives, j'aimerais bien qu'on aborde le cas du dérivé Mercours de la Sierra.
Alors déjà, est-ce qu'il était prévu d'avoir d'autres carrosseries que la 3 portes type XR4i, qui devenait XR4TI du coup en franchissant l'Atlantique? Et qui gérait en fait, Oui. c'est-à-dire comme ça, la base de Sierra européenne démultipliée à l'étranger, c'était qui? C'était le design US international qui gérait? C'était vous? Comment ça se Non, non, gérait? non, non, c'était nous qui gérions, puisque à l'époque, on avait déjà des expériences pour ce qu'on appelait à l'époque fédéraliser les voitures, c'est-à-dire de construire, de dessiner des voitures qui répondaient aux normes américaines, hein, qui à l'époque, rappelez-vous, avaient donc ces boucliers qui dépassaient très fortement de la carrosserie. Donc c'était fait donc dessiné, l'ingénierie a été fait en Europe. Derrière cette idée, il n'y a pas eu une suite de par le fait que ça n'a tout simplement pas marché aux États-Unis. C'était une idée de Bob Lutz, hein, qui était quelqu'un qui a été un véritable héros, et en ce qui me concerne, il a joué un grand rôle dans ma carrière parce qu'il a été un peu mon mentor. Bon, c'est un gars qui venait de BMW et qui est arrivé en Allemagne au moment où les premières idées du projet Sierra étaient en cours. Et puis, bon, il a gravi les échelons et il est devenu président de Ford Europe. Et il a eu cette idée de prendre cette voiture et d'en faire une version fédéralisée. Bon, je pense que c'est un peu, je suis pas sûr si c'est son sens de l'humour ou quoi, mais même la notion même de créer un nom Merco avec un K, il fallait absolument qu'il y ait un K parce que tout de suite on savait que c'était allemand, quoi. Parce que les Allemands, ils avaient une bonne réputation aux États-Unis, quoi. Et puis en fait, bon, bah c'est un patatras, quoi. Ça c'est pas un projet qui a bien marché. Et je ne me rappelle pas à l'époque quelle était l'idée même d'autres voitures qui auraient pu suivre, puisque le projet s'est arrêté. Je ne sais pas combien de temps on a commercialisé ces voitures aux États-Unis, 89, mais clairement, comment? jusqu'en 1989, ouais. Ouais. Mais Donc une bon, bonne l'idée durée de était vie quand même, hein. Une bonne durée de vie quand même, hein. oui, mais Avec une version standard, pas assez de 87. succès commerciaux pour imaginer sortir un deuxième, une troisième voiture, mais alors que à l'époque des plans, clairement, on ne pouvait pas imaginer d'avoir une voiture qui soit lancée, un unique version, unique modèle. Il y avait à l'époque un plan dont je me rappelle peu. Voilà, en gros, ce que je peux dire sur le sujet. Ok, donc c'est peut-être ce qui explique que les Sierra argentines aient hérité de ces fameux pare-chocs de Mercours. Oui, oui, je crois. Je crois que il y avait aussi autre chose, c'est que en Argentine, il y avait il y a pas mal de voitures américaines qui elles-mêmes avaient adopté la fédéralisation. Et donc, voilà, je crois que il est possible que ça a été associé à la commande qui avait fait aux fournisseurs de boucliers en Europe, et que vu les volumes peu élevés, ça s'est traduit par cette idée on a plein de boucliers, ou en tout cas on a un contrat qui rassurer un volume, et donc voilà, pourquoi pas équiper les voitures pour l'Argentine. Donc je crois que c'est ça qui s'est passé, si je me rappelle bien en tout cas. Je reviens à une petite question quand vous parliez en disant que historiquement à cette époque-là, souvent les trains roulants étaient un peu étroits par rapport à la carrosserie. On Ouais. en a déjà un peu parlé, mais en fait c'est parce que vous mettiez une carrosserie sur des trains roulants qui étaient un peu de l'ancienne génération qu'on ne pouvait pas bouger. C'était pourquoi, ou c'était une volonté en se disant c'est plus joli comme ça. En fait, expliquez la problématique générale. Non, non, c'est une façon, c'était lié au calcul euh, associé au confort du véhicule, avec des grands débattements de roues. Moi, j'ai retrouvé le même phénomène quand je suis allé chez Renault plus tard. Hein. Ça a pris
des années pour arriver à ce qu'on se débarrasse de ce phénomène. Et on y est arrivé uniquement, je m'excuse, je change d'entreprise, mais euh, on y est arrivé uniquement parce qu'il s'avère que le directeur de projet de Mégane 2, c'est un monsieur qui s'appelait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, il s'appelle Carlos Tavares. Oui. Et donc lui, c'était un gars qui était tout à fait orienté vers la performance. Et quand on a eu la conversation ensemble, il dit, mais évident. Et comme c'était un mec avec du caractère, il est arrivé à ce que les Renault, à partir de là, ont commencé à dégager l'impression qu'elles étaient assises sur leur roue plutôt qu'avoir ces débordements de carrosserie. Donc la même chose en ce qui concerne Ford, et contrairement aux pratiques allemandes. Les Allemands étaient beaucoup mieux dotés de ce côté-là. Voilà, donc c'est un peu cette histoire, mais ça a pris quand même, ça a été un genre de combat pendant je veux pas dire des décennies, mais quand même pendant très longtemps pour arriver à ce que on arrive à des choses satisfaisantes, quoi. Et moi, une dernière question qui me vient, c'est en termes de souvenirs que j'ai, vous m'excusez, j'ai pas assez révisé sur ça. L'intérieur était quasiment le contraposé, opposé, pardon, du design extérieur, c'est-à-dire qu'on était dans quelque chose d'extrêmement classique et conservateur, ou j'ai une vision très ancienne, ou qu'est-ce que je dirais l'association intérieure, je suis preneur de votre avis, de vos souvenirs, de votre avis, de votre retour sur le sujet. Alors d'abord, il faut se rappeler qu'en matière de design, chez Ford, le design intérieur se faisait en Grande-Bretagne. Alors moi, j'ai le design extérieur en Allemagne, et le design intérieur était dirigé d'ailleurs par un gars qui s'appelait Trevor Creed, avec qui j'ai fait mes études, et on était comme ça pendant toutes nos études. Et puis et à un certain moment dans notre vie, on s'est retrouvés, lui dirigeant le côté intérieur et moi l'extérieur. Voilà. Je pense pas que, alors, premièrement, dans le contraste entre l'extérieur et l'intérieur, il y avait eu cette réflexion, mais qui n'a pas quand même dominé, qui était, attention, l'intérieur, il faut rassurer. Okay. Donc, il y a quand même un petit peu de ça. Néanmoins, il est important, je crois, dans chacune des analyses que l'on fait sur une période, de contextualiser. C'est-à-dire de regarder la Sierra et puis de le positionner par rapport aux voitures des autres marques sorties à la même époque. Et ça, pour moi, c'est très important. Je vous dis ça parce que j'ai lu, par exemple, plein de livres sur Ferrari, j'ai lu plein de livres sur Jaguar, et on vous présente, par l'auteur, il va vous présenter dans le cas de Jaguar ou que sais-je, des modèles, et il les positionne comme si c'était des voitures qui avaient révolutionné à l'époque. Pas du tout. Il faut les mettre dans le contexte de l'époque, et en fait, elles étaient juste positionnées correctement dans les genres de continuité. Donc, pour moi, la notion de contextualisation, ça fait partie de la recherche de la véracité historique. Quand on regarde l'intérieur de façon critique, en regardant ce qui se faisait à l'époque, c'était moderne. Mais clairement, il n'y avait pas eu la volonté de rupture. Voilà. Je crois que c'est à peu près pour le positionnement. C'est pas du classique, mais voilà. C'est vrai qu'en termes de comparaison, c'est assez marrant de comparer justement la Sierra à sa concurrente la plus évidente vue de France. C'était la Citroën BX qui est sortie quelques semaines après. Il y a eu deux manières très différentes d'aborder le segment finalement. Citroën a mis, je dirais, tous ses atouts sous la carrosserie, avec une traction, une suspension hydropneumatique et une ligne qui était dans la continuité des années 70, là où la Sierra reprenait la continuité sous son châssis et faisait une peau toute neuve en fait qui amorçait le biodesign de la décennie suivante. Ouais. Comment vous avez perçu la concurrence à l'époque? Je me rappelle très bien ce salon. J'ai quelques photos de rencontres avec des gens. Un de mes amis qui s'appelait Jacques Nochet, qui était chez Renault à l'époque, mais qui a été chez Citroën pendant la grande période
jusqu'à la CX, etc. Il me disait que la meilleure voiture aurait été de prendre la carrosserie très Citroën de la Sierra et la mettre sur la plateforme de la BX. Et là, on aurait vraiment une voiture extrêmement moderne. Et donc, excusez la caricature, mais je trouve que c'est assez juste comme propos. La BX, qui était une excellente voiture, il n'y en a absolument aucun doute, elle était passée quand elle est arrivée. Elle était vraiment de l'autre époque. Et donc, elle avait un pied de l'autre côté de la frontière. La frontière, il y avait avant et après, quoi, et il y avait un pied dans la, voilà. Mais ça m'avait marqué parce qu'elle était, elle avait l'impression d'avoir été dessinée au burin. Vous allez vous faire des potes chez les Citroën. C'est le retour de la BX, c'est le Graal. J'ai aussi écrit un article sur la BX en déclamant mon amour pour cette voiture, mais bon, je vous en veux pas. Non mais il y a prescription, c'est ça qui est drôle. Mais moi j'ai du mal avec la BX parce que moi je suis vraiment preneur de votre débrief. Mais c'est pas une question de tendresse ou de pas de tendresse. Moi j'ai tellement trouvé que c'était une grosse merde. Moi je le dis. Et en vieillit. Non mais moi je le dis. Moi je le dis. Non mais moi je le dis comme ça. Ce que vous direz en dessous, on se dira finalement le Clément il est vachement gentil. Donc moi, ce que je veux dire c'est que je trouve que c'était une grosse bouche. J'ai vécu ça. Et puis, j'ai fini par un hasard à acheter une BX Sport et j'en arrive quasiment à trouver ça sympa. L'intérieur, j'ai toujours envie, un petit haut le cœur avec une petite nausée quand je rentre à l'intérieur. Mais l'extérieur, je m'y suis mis. Et c'est devenu un classique. Et là, ça rejoint ce que vous dites fort pertinemment. C'est-à-dire que j'ai perdu le sens de la chronologie. C'est-à-dire que je ne me rends plus compte qu'elle était dépassée quand elle est sortie. Oui, c'est ça. Voilà. Ce qu'elle avait, je crois que elle avait toutes les caractéristiques de l'avant, de la période avant, mais dans son dessin graphique, même si c'était une voiture plutôt, on va dire, style origami, avec des pans coupés très marqués, il n'y avait aucune volonté d'avoir des formes voluptueuses, mais elle était bien équilibrée et elle avait un graphisme très bien dessiné. Donc, moi, je la voyais un petit peu plus comme une voiture en 2D, en 2 dimensions, alors que la Sierra, elle était vraiment en 3 dimensions. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mon propos, mais j'imagine que dans un dessin sur une feuille de papier, que la BX, elle dégageait une belle impression parce qu'elle était bien proportionnée. Mais par contre, oui, comme je dis, je trouvais qu'elle était extrêmement raide. Voilà, très raide. Et elle était tellement différente de la grande époque Citroën, quoi. Pour moi, c'était c'était un sacrilège, en fait, cette voiture. Non, mais par rapport à l'histoire à l'histoire avec la DS, avec la CX, etc. Je trouvais que c'était vraiment, ça passait mal, quoi. Et d'ailleurs, c'était un style qui avait été, je sais pas, trouvé dans un almanach quelque part, mais ça avait déjà été fait de nombreuses fois. Hein. Il y en avait. Je veux dire, Berton avait déjà fait ce dessin plusieurs fois, quoi, pour d'autres. Disons que Maître Berton avait quand même tendance aussi, mais ça on en a déjà discuté à plusieurs émissions que vous avez passées, c'était quand même un peu une maladie chez les designers italiens de refourguer ce qu'ils avaient déjà vendu 3 fois ailleurs. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et pire, de faire l'affront à Citroën, de présenter le concept Volvo Tundra alors que le design de la BX était fini. Oui, je sais. Ça, c'était quand même... C'est du grand... Non, ça, c'est du grand art, on va dire. C'est du grand art. Et donc, parce qu'il faut finir, c'est bien, on va commencer chez Ford, on en finira chez Citroën. Toi, tu avais autre chose encore sur éventuellement sur le restylage. Comment est-ce qu'on aborde le restylage d'un véhicule qu'on a soi-même dessiné? Ouais, bonne question. Alors, c'est une période quand même qui a été un peu chaotique et un peu difficile, puisque Bob Lutz, qui était l'homme derrière le côté management, qui nous avait défendu, se trouvait dans une position un peu affaiblie, même très affaiblie. Et au moment du lancement de la phase 2,
il y avait in the background, hein, dans cette brouhaha du fond, il y avait le fait que la voiture avait eu des difficultés au début en Grande-Bretagne. Hein. C'est la Grande-Bretagne qui vraiment a été le problème de fond. Et il faut savoir que faut connaître quand même un petit peu la période et aussi le Bob Lutz. Bon, Bob Lutz arrive de BMW. C'est un mec qui mesure 1m90, un ancien pilote de chasse de la marine, qui parle 6 ou 7 langues, dont la langue du design. Et il sait même dessiner. Il sait même très, très bien dessiner. Il est beau gosse. Bon, bref, il a tout pour lui. Et en plus, il parle bagnole. Et Henry Ford II, absolument séduit par le personnage. À côté de ça, il y a les financiers, les gens secs qui auraient pu travailler n'importe où, American Express ou je sais pas quoi, et qui clairement pas sont des mecs de l'automobile. Quand même une petite anecdote au passage, il y avait un des présidents de Ford qui s'y connaissait si peu dans l'automobile qu'avant que les présentations se fassent, on l'avait invité pour qu'il puisse voir tout seul les voitures pour qu'il se sente un petit peu plus à l'aise. Et il apprenait ainsi un peu le vocabulaire. Et puis on lui disait, bon, c'est ça la bonne, etc. Bon, on lui donnait le terme. Donc il était tout content pour pouvoir ne pas dégager l'impression d'être un zéro en dictée, quoi, côté automobile. Et je me rappelle lors d'une grande présentation dont tout le monde était réuni, et le gars, il se penche vers moi et il dit assez fort pour que beaucoup entendent, c'était laquelle que j'aimais. Bon, ça montre un petit peu. Donc, dans ce milieu, il y avait un gars qui semblait être le plus beau, le plus grand, le plus, etc. Et il se rate. Et donc, les fauves lui sautent dessus. Et donc, moi, je me suis retrouvé à diriger la phase 2. Et je suis absolument pas, comment dirais-je, pas mal à l'aise avec le sujet parce qu'on n'a pas, comment dirais-je, on n'a pas rebroussé chemin, on a fait autre chose, on a eu un traité qui, comment le décrire, un traité stylistique de l'avant plus particulièrement, qui avait pour objectif d'élargir le véhicule. C'est-à-dire, au lieu de marquer les deux ailes qui allaient arriver vers vous donc, de façon verticale, on avait créé une ligne qui venait du côté, du flanc, qui retournait, faisait tout le tour. Et ça, visuellement, c'est quelque chose qui a tendance à augmenter la perception de largeur. Donc, on a appliqué les quelques règles de ce genre, mais en gros, pas du tout, comment dire, moi je trouve que la phase 2 a plutôt bien marché, elle a été bien accueillie, elle a déjà à l'époque, juste avant ça, en Grande-Bretagne, ça allait bien mieux, et elle a fait le job, quoi, elle s'est bien vendue. Bon, on a fait le tour de Madame Sierra. Effectivement, je pense que... Merci beaucoup de cette prise à la volée parce que vous étiez occupé aussi de nous consacrer du temps pour qu'on discute de la Sierra qui a quand même, en termes de design, il n'y a pas à douter, qui a marqué son temps vraiment, qui était un énorme jalon et qui était un peu couillu de lancer le produit. On a compris qu'il y avait du Bob Lutz et aussi de votre côté. Donc ça, il faut reconnaître ça. Et avec le recul, que c'est une auto quand même, moi je trouve qu'elle a bien vieilli. En tout cas, il y a des choses qui ont moins bien vieilli que ça. Merci beaucoup, Patrick Lequément. Merci infiniment. OK.